Bonjour, je vais vous parler des différents modes de vibration, plus particulièrement pour la note centrale de l'instrument, c'est-à-dire les trois modes principaux, mais surtout ceux qu'on appelle les shoulder tones, c'est-à-dire les fréquences que l'on va entendre plutôt quand on joue sur les épaules de la note centrale. Donc on connaît déjà les trois premiers modes en général, donc quand on joue une note, on entend sa fondamentale, son octave et sa quinte, mais il y a aussi d'autres fréquences plus hautes qui sont ou accordé ou pas accordé, ça va dépendre, et il y aura aussi différents choix d'accordage qui va concerner ces shoulder tones. Pour cela, moi je vais vous ajouter un analyseur de spectre, ce qui va permettre de bien voir toutes les fréquences qui sonnent sur cet instrument en même temps qu'on les entend, l'analyseur de spectre. Et ça va vous permettre de mieux suivre tout notre échange. Je vais aussi vous faire une démonstration de plusieurs instruments avec différents styles d'accordage de ces shoulder tones, ou ces notes d'épaule, ou ces modes de vibration les plus élevés de la note centrale. J'ai mis des magnets sur cet instrument pour qu'on n'entende que la note centrale. Pour les autres instruments, après, on sera plus simple, on entendra les instruments dans leur son le plus normal possible. Et je vous propose de suivre avec moi. Quand je joue cette note, actuellement, on entend la fréquence fondamentale qui ici est en Si2. Si vous suivez ma souris, on voit bien sur le graphique ici. On entend son octave ici en Si3, 2 fois la fréquence fondamentale. Ici sa douzième ou sa quinte après l'octave en Fa dièse 4, 3 fois la fréquence fondamentale. Et on voit se dessiner, quand je joue déjà cette note, des fréquences ici un petit peu plus hautes, mais qui ne sont pas clairement identifiées. Par contre, si au lieu de jouer au centre de ma note centrale, je commence à jouer avec mon ongle, on va en voir qui apparaissent. Et si je commence à m'éloigner de la note, du centre de la note pour aller jouer sur les épaules, par exemple ici au bout de l'axe long, ici au bout de la diagonale, ici au bout de l'axe court, on se rend compte qu'il y a d'autres fréquences qui apparaissent. On peut aussi les faire ressortir de cette façon-là. Voilà, ça c'est une façon de leur donner un petit peu plus d'air. Et ici à l'écran, je vais arrêter l'analyseur pour qu'on les repère bien. On voit ici clairement qu'il y avait, en même temps que la note centrale, 8 fois sa fréquence fondamentale qui était très présente, 9 fois sa fréquence fondamentale qui était très présente, 10 fois la fréquence fondamentale aussi plutôt très présente, 11 fois, pas tout à fait exactement sur 11 fois, mais aussi présente quand je jouais plus particulièrement sur l'axe court. Et après, il y a quelques autres fréquences, une qui est bien accordée sur 13 fois aussi, mais c'est pas moi qui l'ai accordée, c'est le hasard qui a fait qu'elle était là. Et voilà, quelques autres fréquences qui suivent que je ne considère comme n'étant pas accordées. Celles qui m'intéressent, ce sont vraiment les 4 premières qu'on voit ici, 8, 9, 10 et 11, qui sont alignées sur ces harmoniques naturelles de la note centrale. Donc, ça me permet d'expliquer quand des fréquences sont alignées sur des harmoniques naturelles de ma note centrale, on appelle ça des harmoniques. Si ce ne sont pas des multiplicateurs entiers de la fréquence fondamentale, c'est-à-dire si, par exemple, ma fréquence se retrouve entre la 8 et la 9, à ce moment-là, on appellera ça des inharmoniques. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes, peut-être qu'elles auront du sens dans la gamme, et on aura l'occasion de découvrir ça avec les autres instruments que je vais vous présenter. Donc, cette configuration-là, sa particularité, 8, 9, 10 fois la fréquence fondamentale, et je vais le jouer sans les magnettes. Donc, c'est une gamme chez Lopango. Donc, une gamme en si mineur, heptatonique, qui commence avec un si, suivi d'un Fa dièse, donc un rapport de quinte. Passons à un autre instrument. Voici une gamme Pygmy, caractérisée donc ici par un rapport de quarte, suivi d'un rapport de quinte, entre la note centrale et la note que je joue, et gamme pentatonique bien connue dans le monde du handpan. Et du coup, quelle est sa configuration des shoulder tones ?
nouveau faire un arrêt sur image, et on se rend compte ici que j'ai un couple de shoulder, la 9, qui sont sur 9 fois la fréquence fondamentale et 11 fois la fréquence fondamentale, qui sont bien alignés, et j'ai une autre série de shoulder qui sont séparés d'un demi-ton après la 9e et après la 11e. Je vais remettre en enregistrement. Donc quand je joue au bout de l'axe long, j'ai la 9e et la 11e. Quand je joue la diagonale, j'ai un demi-ton plus haut. Pourquoi avoir fait cette configuration-là ? Tout simplement parce que sur la gamme Pygmy, une des caractéristiques de cette gamme, c'est à la fin, une gamme qui finit sur 2 notes séparées d'un demi-ton. Si on écoute les quintes de ces 2 dernières notes, voilà, donc j'ai fait le choix d'accorder mes shoulders avec un demi-ton d'écart, mes 4 premières shoulders, avec un demi-ton d'écart, tout simplement pour être en phase avec les 2 dernières notes de mon instrument. Voilà une autre configuration, passons à la suivante. Voici une gamme Deep Cello, donc toujours un si mineur, cette fois-ci il est hexatonique, et caractéristique, on démarre donc avec une tierce mineure, suivi de la quinte. Et quelle est la configuration de mes shoulders sur cet instrument ? Je mets de nouveau sur pause. Cette fois-ci, on se rend compte que mon 4e mode de vibration, donc ma première shoulder, se situe ici entre 8 et 9, assez proche de 9 fois la fréquence fondamentale, mais absolument pas alignée. Et la seconde est entre 9 et 10, mais entre 9 et 10 fois la fréquence fondamentale, absolument pas alignée sur une harmonique naturelle de ma note, mais bien accordée sur un Ré, ici un Ré 6. Et après, j'ai quelques autres fréquences qui sont plutôt discrètes, mais pas véritablement alignées. Donc, je vais remettre en enregistrement. Alors, qu'est-ce que me permet de faire cette configuration-là ? Ici, on a une gamme qui commence avec un Si, suivi d'un Ré. Et c'est un peu la particularité de cette gamme, d'avoir un Ré 3 en face de son nombril quand on la joue. Voilà, donc c'était pour mettre en emphase un petit peu ce caractère et ce rapport de tierces qu'on a ici. C'est une configuration de shoulder où je les ai un petit peu moins travaillés. Il y a un petit peu moins d'accordage et j'ai trouvé que juste avoir le Ré était suffisant. Bien sûr, j'aurais pu les travailler plus et essayer d'avoir quelque chose d'aligné, en tout cas pour la première, être plus sur 9 fois la fréquence fondamentale. Mais il faut savoir que quand on accorde les shoulders, c'est assez facile de les descendre, hein, c'est plutôt très difficile de les remonter. Parfois, ça nous oblige à vraiment restructurer complètement la note centrale. Et dans certains cas, voilà, on préfère ne pas le faire parce qu'on considère que le caractère de sa note centrale est déjà là. Et c'est vraiment le cas sur cet instrument. J'ai une note centrale qui, pour moi, a vraiment ce son qu'on dit parfois avec un terme anglais, blooming sound. Et donc voilà, j'ai considéré que je voulais garder ce caractère de la note centrale et ne surtout pas risquer de l'éteindre un petit peu ou d'atténuer cet effet. Passons au suivant. Alors, cette fois-ci, j'ai de nouveau une gamme chez Lopango. Particularité des shoulders sur celle-ci.
faire un arrêt sur image. Donc là, on se rend compte que mon quatrième mode de vibration au bout de l'axe long, il est très bien aligné sur 9 fois la fréquence fondamentale, qu'en même temps, j'ai à 11 fois la fréquence fondamentale le sixième mode, qui est aussi bien aligné, et un demi-ton plus loin, je me retrouve avec les 5e et 7e modes. Le 7e mode plutôt très discret, qu'on voit à peine, et par contre le 5e mode est bien présent et exactement un demi-ton après 9 fois la fréquence de la fondamentale. Donc, cette configuration-là, on l'a déjà vu tout à l'heure sur la gamme Pygmy. Ici, c'est aussi pour mettre quelque chose en emphase, en quelque sorte. La gamme Shelompango, une de ses caractéristiques, c'est comparée à une Celtic mineure, par exemple. Elle est très proche de la Celtic mineure, sauf cette note, qui est un demi-ton après celle-ci, qui est une note absente sur la gamme Celtic mineure, mais qui me permet de redevenir heptatonique. Voilà, donc j'ai synchronisé, on va dire, les shoulders de ma note fondamentale avec ces deux dernières notes. Voilà donc un autre type de configuration que j'aime beaucoup. Quand ça a du sens avec la gamme. Passons au suivant. Voici une autre gamme Shelompango. Cette fois-ci... Cette fois-ci, c'est au niveau de mon axe, de ma diagonale, des épaules sur la diagonale de la note centrale, que j'ai très bien accordé mes shoulders sur 9 fois et 11 fois la fréquence fondamentale. Par contre, au niveau de l'axe long, j'ai accepté quelque chose qui n'était pas aligné, donc j'ai des fréquences qui sont bien séparées, elles sont bien distinctes, mais elles ne sont pas alignées ni avec des harmoniques naturelles, ni avec des notes présentes dans la gamme. Ça n'empêche pas de profiter de cette note centrale. Voilà, mais un petit peu moins de richesse dans les harmoniques de cette note-là. Passons au suivant. Celui-ci, encore une autre Shelompango. Voici une configuration où j'ai quasiment aucune de mes shoulders qui est parfaitement alignée avec soit une harmonique naturelle, donc un multiplicateur entier de ma fréquence fondamentale, soit une des notes de l'instrument. Voilà une configuration un peu plus simple. Si je suis amené à faire un instrument avec une configuration de ce type-là, ce qui est très important, c'est que entre le 4e et le 5e mode de vibration de ma note centrale, c'est-à-dire la première que j'entends au bout de l'axe long et la première que j'entends au bout de la diagonale, j'ai suffisamment d'espace. Là, j'ai quasiment un ton d'espace entre les deux. Donc c'est considéré comme acceptable, ça me permet quand même d'avoir du détail. Si jamais elles étaient plus proches, je commencerais à avoir un son qui se dégrade et je perdrais du côté cristallin du son de ma note centrale. Au suivant. Alors, le suivant, cette fois-ci, c'est de nouveau une gamme Deep Cello. Ici, j'ai fait une configuration particulière. Je parlais tout à l'heure de l'écart qu'il pouvait y avoir entre celle qu'on entendait au bout de l'axe long et celle qu'on entendait au bout de la diagonale. Sur cet instrument, j'ai essayé vraiment d'avoir cet écart le plus grand possible, c'est-à-dire j'ai quasiment 3 demi-tons entre le 4e mode et le 5e mode. Par contre, je ne les ai pas accordés sur des fréquences qui sont des harmoniques naturelles de la note centrale. Par contre, j'ai accordé ces notes-là sur Ré 6, Ré dièse 6, j'ai un Fa 6 ici, donc elles sont sur des notes justes sur une gamme, et c'est surtout le grand écart
qui est la caractéristique de ce travail-là. Quand on joue la note, voilà, donc là j'ai mis en emphase cette caractéristique. Au suivant. Cette fois-ci, j'ai fait quelque chose de tout à fait opposé par rapport à l'instrument précédent où j'avais cherché à avoir le plus grand écart. Cette fois-ci, j'ai cherché à annuler tout écart, c'est-à-dire à faire en sorte que les deux fréquences qu'on entend généralement au bout de mon axe long, les 4e modes de vibration et 6e mode, ainsi que les 5e et 7e, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient synchronisés sur les mêmes fréquences, c'est-à-dire qu'on n'entende quasiment aucune différence entre ces deux zones de jeu. Et ben voilà. Donc en réalité, il y a bien 4 fréquences qui sont accordées, mais on n'en voit que 2 puisqu'elles se superposent totalement. Un petit peu moins parfaitement au niveau de 11 fois la fréquence fondamentale. Mais c'est tout à fait acceptable. C'est déjà un gros exercice de réussir à aligner ces 4-là. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu. Et je mettrai plus d'informations dans les descriptions. On va rajouter un tout petit quelque chose. Globalement, je vais vous mettre un tableau à la fin de cette vidéo qui va présenter les 4 grandes catégories de shoulder, 4 niveaux de qualité, je me permettrai de dire. On a vu en tout premier lieu que des fréquences pouvaient être accordées sur des harmoniques de ma note centrale, c'est-à-dire un multiplicateur entier de ma fréquence fondamentale. C'est, on va dire, le cas idéal qui va donner le son le plus cristallin à ma note centrale. On a vu que certaines harmoniques devenaient inharmoniques parce qu'elles n'étaient pas des multiplicateurs entiers, mais avaient un intérêt dans la gamme, c'est-à-dire qu'elles ajoutent quelque chose d'intéressant pour jouer avec le reste de l'instrument. Donc voilà, c'est aussi une façon d'accorder les shoulders, même si idéalement, voilà, ce ne sont pas des harmoniques naturelles, elles ne participent pas à enrichir de façon idéale le timbre de la note centrale, c'est quand même considéré comme quelque chose de pratique et plutôt intéressant à réussir à avoir. Un 3e niveau de qualité de ces shoulders pourrait être des fréquences qui sont inharmoniques, mais qui sont bien distinctes entre mon axe long, mon axe court ou ma diagonale. Avoir quelque chose où on entend clairement des différences, c'est-à-dire un son qui ne se mélange pas, c'est déjà quelque chose de tout à fait intéressant. Et non, pour beaucoup d'instruments, c'est tout à fait acceptable d'avoir ce type de configuration. Enfin, une configuration qui est un petit peu moins agréable serait d'avoir des harmoniques qui sont trop proches, harmoniques ou inharmoniques d'ailleurs, ou alors trop basses, trop graves, c'est-à-dire... Là, on a vu sur mes différents exemples que mes harmoniques étaient souvent au-dessus de 8 fois la fréquence fondamentale. Si jamais je commence à descendre à 7 fois la fréquence fondamentale, ou même plus bas, dans ces cas-là, sauf si ça correspond à une contrainte particulière de l'instrument, en général, ça va être en conflit quelque part avec d'autres notes de l'instrument et c'est pas des configurations qui sont très enviables. Voilà, donc on pourrait dire ce dernier niveau de qualité serait des harmoniques ou des inharmoniques, des fréquences qui sont trop proches, qui se marchent un petit peu dessus et qui nuisent au timbre et au côté cristallin du son, ou alors qui interagissent avec d'autres notes et qui du coup dégradent le son ou une des harmoniques d'une des autres notes. Et voilà, donc ça ce serait quelque chose qui en général est à éviter et justifierait que on tente par l'accordage d'améliorer cette situation. Ce qui pourrait dans certains cas ne pas être réalisable ou compliqué, nécessite une réouverture de l'instrument, de retravailler en force sur les épaules de la note centrale, ce qui n'est pas toujours facile sur un instrument fermé.
Voilà, je vais vous mettre ce petit tableau qui regroupera les informations des 8 instruments qu'on a vu défiler et ça vous permettra de les réécouter et peut-être d'avoir ce tableau sous les yeux en même temps. Je vais vous mettre un lien, vous pourrez le voir. Voilà, dernière information, l'analyseur de spectre, très très bon logiciel qui m'accompagne depuis mes tout premiers pas d'apprentissage en tant qu'accordeur. Et donc c'est un logiciel qui s'appelle Overtone Analyzer, qui est extrêmement pratique. Il existe des versions de démonstration un petit peu limitées et une version tout à fait complète et intéressante coûte une 50aine d'euros. Vraiment très très bon logiciel pour comprendre comment fonctionne le son et tous les sons qu'on a dans ces instruments. Et voilà, moi, mon cerveau humain n'est pas suffisant pour suivre toutes les harmoniques à la fois sur un instrument. J'ai parfois besoin d'une assistance et ce logiciel, c'est une des assistances qui est la plus utile pour moi. Voilà, il me reste encore à présenter quelque chose qui serait pourquoi j'ai deux harmonies qui sonnent en même temps quand je suis au bout de l'axe long, pourquoi j'en ai deux qui sonnent au bout de l'axe court, pourquoi j'en ai d'autres qui sonnent quand je suis axe long, diagonale, axe court, excusez-moi. Et tout ça, il faudrait faire des petits dessins ou alors étudier ce qu'on appelle les Chladni patterns. Et ça consiste à mettre du sable ou de la poudre sur la note, exciter certaines fréquences et de voir quels sont les dessins qui se font avec cela. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet et j'ai documenté pour les shoulders ces informations-là. C'est déjà des informations qui sont en ligne, je les mettrai en lien dans la description de la vidéo pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin et de rentrer plus loin dans la technique. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera à explorer toute la richesse du timbre de la note centrale néan-pan. Et n'hésitez pas s'il y a des questions, c'est plus bas. À bientôt.